Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 3 novembre, toujours la question épineuse du barrage de Sivins. Le Notre-Dame-des-Landes de Midi-Pyrénées, vous le savez, une manifestation a dégénéré dans le centre-ville de Toulouse ce week-end. 48 heures après les émeutes, bilan et état des lieux. Et puis au lendemain des déclarations de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui s'est clairement positionnée contre la reprise des travaux, vous entendrez dans cette édition les réactions des Antilles et des pro-barrage de Sivins. Enfin, un week-end mitigé pour nos clubs sportifs toulousains, une victoire en rouge et noir et un 5e succès consécutif pour les hommes de Guy Novès. Et puis une défaite en violet, le TFC s'incline pour la seconde fois en une semaine chez les Girondins de Bordeaux. Mais tout d'abord, donc, ils étaient environ 600 manifestants rassemblés dans le calme, place du Capitole, en hommage à Rémi Fraisse samedi après-midi. Mais la manifestation a vite dégénéré. Le centre de la Ville Rose a été le théâtre d'une véritable guérilla urbaine. Échauffourées et affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Aujourd'hui, 7 personnes sont toujours en garde à vue. 4 autres devaient être jugées en comparution immédiate. Retour sur ces événements avec Pascal Soler tout de suite. Place Esquirol, place Wilson ou encore allée Jean Jaurès, c'est la guérilla en plein cœur de Toulouse samedi dès la tombée de la nuit. Les 300 policiers et gendarmes mobilisés se sont affrontés pendant plusieurs heures avec une partie des manifestants, soit environ 150 casseurs. C'est l'extrême gauche et les anarchistes libertaires. Leur but, c'est de déstabiliser le pouvoir, tout simplement, par de la violence. Ils sont très organisés, casqués. Les projectiles étaient préparés dans des sacs avec des pavés. Ils sont vraiment là, venus ici pour casser du policier. Il y a des leaders qui mènent tout ça, qui sont clairement identifiés, qui sont surveillés. Après, il y a des renforts qui viennent. Après, le plus dur, c'est de savoir pendant la manif qui a fait quoi pour le prouver. Parce que pour judiciariser tout ça, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est un leader. On est dans un état de droit. Il faut bien prouver qu'ils ont jeté les cailloux, qui l'ont organisé tout ça, et qui sont bien auteurs d'infractions. Dans les affrontements, 2 policiers et un manifestant ont été blessés par des jets de pavés. Selon le syndicat de police Alliance, à Toulouse, les casseurs n'étaient pas en possession de cocktails Molotov ou de bouteilles d'acide comme à Nantes. Aujourd'hui, les policiers attendent des sanctions exemplaires à l'encontre des personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Pour nous, c'est de la prison ferme. Si on compare avec les États-Unis, voire le Canada, un coup de poing donné à un policier, c'est de la prison ferme pour l'auteur du coup de poing. Si demain les auteurs de violence envers les policiers encouraient de la prison ferme directement, il y aurait certainement moins de violence envers les policiers et les rues seraient plus tranquilles, puisque quand on n'est que 2, il est tentant pour les voyous de s'en prendre aux policiers, on a eu plusieurs cas où sur des interpellations, les amis sont rentrés dans la voiture de police pour sortir en force la personne interpellée, tout ça parce qu'on n'était pas assez nombreux pour se faire respecter. Sur les 3 personnes jugées en comparution immédiate aujourd'hui suite à la manifestation, 2 d'entre elles, âgées de 26 ans, ont écopé de prison avec sursis et devraient être libres ce soir. Le syndicat de police nationale Alliance appelle à manifester demain devant le palais de justice pour une meilleure protection des policiers et pour dénoncer le manque de moyens dans la police. Et puis, est-ce un nouveau pas vers l'abandon pur et simple du barrage de Sivins? Ce week-end, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a clairement épinglé la pertinence du projet, parlant même d'une erreur d'appréciation. L'écologiste José Bové a salué des propos qui, selon lui, vont dans le bon sens. Réaction entre espoir et inquiétude avec François Guin tout de suite. C'est à Albi, au Conseil général, que les propos de Ségolène Royal passent le plus mal. La ministre qualifie le projet de barrage d'erreur d'appréciation. Des propos franchement déplacés pour le conseiller général à la tête de la commission développement durable. C'est un petit peu facile de se défausser de la responsabilité uniquement sur le Conseil général. Ça ne tient pas vraiment compte de ce qu'est devenu aujourd'hui Sivins. Sivins, c'est plus le projet de barrage tel que le Conseil général l'a décidé il y a 1 an et demi. Sivins est devenu un symbole. Et un symbole qui cristallise toute une série de problèmes posés à la société actuelle, posés à la République aujourd'hui. Dans le contexte actuel, je pense qu'il aurait été préférable d'avoir des mots d'apaisement plutôt que des mots d'une lecture à sens unique d'un rapport que la ministre de l'écologie a commandé et qui dit bien d'autre chose que simplement ce qu'elle a voulu rapporter. Direction Préserville, Patrick de Pérignan y est maire, il y est aussi agriculteur céréalier à la tête de la coordination rurale de Midi-Pyrénées. Ici, le mot pour qualifier les propos de la ministre est inquiétude. Je redoute que ce barrage, s'il est arrêté, alors là,
Ça dépasse l'entendement. S'il est reporté, comme ça a été indiqué au Conseil général, un report de quelques semaines, on le comprendrait, vu ce qui s'est passé, mais un report de quelques 6 mois ou 2 ans, c'est inacceptable. Je crains fortement que ce soit un choix d'opinion et que ce choix soit très éloigné de la réalité technique et économique des agriculteurs et du local, on va dire. À Gaillac, c'est plutôt l'espoir qui domine chez Ben Lefetté, défenseur de la première heure de la zone humide du Testé. Il ne s'est jamais senti aussi proche d'une issue favorable à son combat. Il a fallu qu'il y ait un drame pour que les pouvoirs publics prennent la mesure de la situation. Aujourd'hui, il y a une forte pression sur le gouvernement et que nous sentons qu'il y a enfin une reconnaissance, que ce que nous disons depuis plusieurs années est la bonne analyse. Les experts du ministère ont reconnu que nous avions raison. Donc nous sentons évidemment que le rapport de force bascule en notre faveur et qu'enfin les écologistes vont être écoutés. Ben Lefetté, Patrick de Pérignon ou Pierre Verdier seront à l'écoute demain. C'est à 18h que Ségolène Royal doit rencontrer les principaux acteurs du projet du barrage de Sivens pour trancher sur son avenir. En bref, des perturbations sont à prévoir dans les transports. Demain, mardi, la CGT a appelé à des arrêts de travail au nom de la défense du service public. À partir de ce soir, à 19h, le spectre d'une journée sans transport ne devrait toutefois pas vous hanter. Même si la CGT est le premier syndicat de la SNCF, le trafic devrait être quasi normal sur toutes les lignes. Pas de panique donc. Pour la première fois depuis 8 ans, la case de santé n'a pas ouvert ses portes. Aujourd'hui, à Toulouse, créé en 2006, le pôle médical installé place Arnaud Bernard est un modèle quasi unique en son genre, lieu de santé et accueil social à la fois. Pour autant, son avenir est aujourd'hui largement remis en question. Marie Larpan et Alain Sorat. La case de santé, ce sont plus de 1350 personnes accueillies par an, un nombre en constante augmentation depuis 8 ans. Et pour ces usagers, la fermeture de la structure est une catastrophe. Je suis hébergée, c'est-à-dire on m'a donné un logement. C'est grâce à la case de santé. C'est eux qui m'ont fait les démarches. Et si on ferme, où est-ce qu'on va aller? C'est grave pour moi parce que la case de santé, aide beaucoup les gens à trancher maladie. On ne parle pas que du côté médical, on parle aussi du côté social. En venant ici, j'ai trouvé d'autres personnes qui sont aussi dans le même parcours, dans le même combat que moi. Les 12 salariés sont désormais en grève, mais ils organisent quotidiennement un service minimum afin d'assurer les rendez-vous prévus à l'agenda et surtout de répondre aux besoins immédiats des usagers. La structure associative de la case santé connaît de grosses difficultés financières. Tout le travail de pérennisation, nous, on l'a réalisé. Le seul point de blocage aujourd'hui, c'est la structure financière. Il manque toujours, pour finir l'exercice, à peu près 100 000 euros. Pour un an, vous auriez besoin de combien? Le budget sur lequel on souhaite discuter avec les pouvoirs publics, c'est un budget qu'on n'a jamais connu, mais il est autour de 500 000 euros. 500 000 euros, il faut remettre ça dans le contexte. 500 000 euros, si on compare avec l'ensemble des dépenses de soins sur la Haute-Garonne, c'est moins d'1 heure sur l'année. Depuis mi-août, la case de santé demande une concertation avec les pouvoirs publics, à savoir l'ARS, l'Agence régionale de santé, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie et les collectivités territoriales. Alors qu'on attendait une réponse des pouvoirs publics, elle n'est pas venue, ce qui est quand même déjà dramatique. On n'ose pas penser que pour l'avenir, ça se reproduise et qu'on doive fermer définitivement cette structure. La CPAM a rappelé son soutien exceptionnel de 20 000 euros à la case de santé. Également sollicité, l'ARS n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les pouvoirs publics ont prévu de se réunir en fin de semaine avant une table ronde avec l'équipe de la case de santé. Allez, on ouvre une page sport avec une victoire et une défaite pour les clubs toulousains. Le TFC s'est incliné à Bordeaux hier après-midi, seconde déroute face au même adversaire en une semaine. De quoi mettre à mal l'assurance de l'équipe, score final 2-1. Et puis de leur côté, ils la cherchaient depuis un moment. Les Rouges et Noirs ont remporté leur première victoire à l'extérieur en championnat. C'est un 5e succès consécutif, toute compétition confondue. Victoire bonifiée 41-17 face au Loup, le Lyon olympique universitaire. Résumé de ces rencontres, signé l'ex-barbu Samuel Prieur. Le Loup était invaincu depuis 18 mois dans son antre du Matmut Stadium, mais ce sont les Rouges et Noirs qui ont assuré samedi. 5 essais inscrits, un niveau de jeu constant tout le long des 80 minutes, une volonté et une intensité impressionnantes. Malgré une semaine de préparation tronquée, qualifiée d'amateur par Guinoves, Toulouse n'a pas fait de détails. Victoire 41-17, bonus offensif à la clé.
Après les 5 défaites consécutives du début de saison, place à 5 victoires d'affilée, réparties entre Champions Cup et Top 14. Toulouse redevient Toulouse, le club confirme son redressement au classement, désormais 8e avec 23 points, mais à portée des 6 premières places. Une démonstration de force à confirmer néanmoins contre Bordeaux-Bègles le week-end prochain. Dynamique inverse du côté des Violets. Les joueurs d'Alain Casanova ne trouvent plus de solution. Deuxième défaite en moins d'une semaine face aux Girondins de Bordeaux. À Chabandelmas, le TFC a d'abord résisté avant de céder en début de seconde période, battu par Planus puis Forlan. Une réaction d'orgueil et les Toulousains revenaient grâce à Petchik, bien servi par Braithwaite. Une réduction du score qui ne suffisait pas. Ben Yedder et consorts butaient ensuite sur le portier bordelais. Défaite 2-1, défaite préoccupante, dixit coach Casanova. Le TFC recule au 14e rang de la Ligue 1. Logique, puisque les Violets viennent d'enchaîner 4 revers en moins d'un mois. Et puis une toute dernière information avant de refermer cette page sport. Le monde du hockey sur glace est en deuil, vous le savez, au lendemain du décès accidentel du petit Hugo, 8 ans, tué par un palais de hockey à Dunkerque. Lors d'une rencontre de seconde division, les clubs et les joueurs de cette discipline dans toute la France, à l'image des Belugas de Toulouse-Blagnac, ont rendu un vibrant hommage aujourd'hui à la petite victime, à lire le communiqué de soutien sur le site du club de Blagnac à la famille du petit Hugo. Une question de société. À présent, le livre numérique est-il en passe de prendre le pas sur le livre papier? Va-t-on vers un futur où nous ne ferons plus défiler des pages entre nos mains? Un colloque organisé par le CRL, le Centre régional des lettres, se tenait aujourd'hui à la médiathèque de Toulouse sur le devenir de cette filière du livre à l'heure du numérique. Un débat sur ce même thème sera diffusé sur TLT mercredi 5 novembre à 19h15. Vous envoyez quelques images en ce moment. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente soirée à tous sur TLT.